Ok. Je commence pour dire pourquoi le formalisme hamiltonien. Au fond, les équations d'Einstein ont été établies en 1915, plus d'un siècle. Et juste après, presque la même année, Hilbert a établi l'action. Donc un formalisme lagrangien qui, par, disons, le mécanisme variationnel, vont donner l'équation d'Einstein. Donc c'est plus d'un siècle que le formalisme hamiltonien, lagrangien est établi. Pourquoi parler du formalisme hamiltonien? C'est ancien. Tout simplement, le formalisme hamiltonien est nécessaire pour une quantification canonique de la gravitation. Et toute quantification canonique, quelle que soit la théorie, nécessite un formalisme hamiltonien correct, classique, et de là, par le principe de correspondance, on passe à la gravitation. Donc pourquoi il y a la difficulté d'établir un formalisme hamiltonien, malgré de nombreux progrès dans les différentes approches de la quantification canonique, la quantification en boucle, la quantification par le formalisme métrique? Au niveau classique, ça pose problème. Le problème réside dans le fait que l'algèbre des contraintes, qu'on appelle les contraintes de première classe, et qui traduit la symétrie de la théorie, ne se ferme qu'en fonction de l'objet de la théorie. Ça, ce n'est pas normal, ce qu'on appelle, disons, une algèbre qui se ferme avec les fonctions de structure. Comme si, par exemple, lorsqu'on fait une rotation, cette rotation dépend de l'objet qu'on fait tourner. Ce n'est pas possible. Une rotation est définie, elle a une définition intrinsèque, elle ne dépend pas des objets. Donc, ça veut dire que malgré qu'au niveau lagrangien, la symétrie est manifeste, au niveau de l'hamiltonien, ça pose problème. Ça pose problème parce que l'algèbre se ferme. L'algèbre on va discuter sur cette algèbre des contraintes, se ferme avec les fonctions de structure. La présence de ces fonctions de structure est une source d'anomalie, si on va passer à la quantification. Une source d'anomalie, et plus encore, révèle que les contraintes de première classe qui correspondent au générateur de la symétrie ne sont pas cette symétrie ne dérive pas d'un vrai groupe de Lie. Et c'est au bout de plus d'un siècle, on a ce problème au niveau classique de l'hamiltonien de la gravitation. Ok. Donc le but de l'exposé, on va essayer ici comment faire pour surmonter cette difficulté et avoir une symétrie correcte, d'abord qui n'est pas basée sur les fonctions de structure, mais sur les constantes de structure, comme la symétrie de toute, qui est basée à partir d'un groupe de Lie, okay, d'un groupe continu. Donc le travail qu'on a fait, disons, l'objet de deux publications, l'une en 2017 et l'une en 2018, que je vais présenter l'essentiel aujourd'hui. Donc je vais commencer par faire brièvement le formalisme hamiltonien avec contrainte, okay, qui est au fond un exposé très succinct de la mécanique analytique du point. C'est seulement pour, disons, expliquer qu'est-ce que c'est qu'une contrainte, quelles sont les différentes caractéristiques des contraintes qu'on trouve au niveau du formalisme hamiltonien. Okay? Puis,
le formalisme hamiltonien de la gravitation tel qu'il a été fait jusqu'à présent, par ce qu'on appelle la décomposition ADN, Almori, Deiser et Missner, qui l'ont fait dans les années 60, et qui débouche sur cette algèbre qui se ferme avec des fonctions de structure. Okay? Puis, on va entamer le sujet, c'est le formalisme de la gravitation dans le cadre du tétra de connexion, ça veut dire dans le formalisme d'Einstein-Cartan, on peut appeler ça le tétra de connexion. Là, on va aussi construire cette algèbre de contraintes en termes de crochet de Dirac, et on finit par conclure et voir les perspectives. Okay? Donc je vais commencer par le truc très simple de la mécanique analytique du point dans une partie faite dans la graduation. Okay? L'évolution d'un système avec un degré de liberté, tout le monde le sait, QIT, donné par le principe de moindre action, qui est un fonctionnel défini sur l'espace de configuration. Mais même à ce niveau, on doit réfléchir sur ce qu'on fait. Okay? L'espace de configuration est isomorphe à l'ensemble des conditions initiales définies pour définir les trajectoires. Okay? C'est comme si on veut jeter une pierre, viser un truc, donc on choisit un endroit et puis on jette. Ça, c'est pour déterminer la trajectoire pour atteindre la cible. Okay? Et l'ensemble des conditions initiales, c'est l'espace de configuration. C'est l'espace de configuration. Mais là, ça présuppose que la dynamique est régie par des équations différentielles du second ordre par rapport au temps. C'est les équations, tout ça dérive, tout ce formalisme dérive de l'équation de Newton. M gamma est égal à F. Donc du second ordre par rapport au temps. Okay? Si l'ordre de la dynamique des équations est plus grand que 2, cet espace de configuration est très petit. Donc on doit ajouter à l'espace de configuration les accélérations pour définir la trajectoire. Inversement, si l'ordre des équations différentielles qui découlent de l'équation de l'Euler-Lagrange est d'ordre 1, là ça veut dire qu'on a une contrainte. D'ordre 1, ça veut dire que j'ai une relation entre la position et la vitesse. Okay? Au niveau des particules ponctuelles dans la mécanique quantique, généralement, tous les systèmes sont régis par la loi de Newton, c'est le second degré. Mais si on passe à la théorie de champ, au nombre non dénombrable de degrés de liberté, tout le monde, tous les champs ont subi une contrainte, sauf le champ scalaire. Le champ électromagnétique présente des contraintes. Les champs de Dirac présentent des contraintes. Et tous les champs, si on veut construire des théories avec des champs, disons, d'ordre élevé, de variance élevée, tous ces champs présentent des contraintes, sauf le champ scalaire. Okay? Et ces contraintes nécessitent un traitement dans le cadre du formalisme hamiltonien, qui est un formalisme très puissant, qui est fait par Dirac, je crois dans les années 50, et qui a été fait justement pour quantifier la gravitation. Donc, dans le formalisme hamiltonien, la transformation de Legendre est singulière, et entraîne qu'il y a des contraintes dans l'espace de phase. Ça veut dire des relations entre les positions et les moments conjugués de ces positions. Ces contraintes, on les appelle les contraintes primaires. Okay. Pour établir les équations du mouvement, qui est un principe variationnel, on utilise le mécanisme de Lagrange pour introduire, disons, ces contraintes dans le hamiltonien, où les coefficients sont indéterminés, c'est l'équivalent des multiplicateurs de Lagrange. Okay? Et là, ce qu'on doit exiger, que ces contraintes soient une constante de mouvement. Une contrainte doit rester une contrainte
durant l'évolution du système, sinon ce n'est plus une contrainte. Et cette évolution de la contrainte se fait par les équations habituelles de la mécanique analytique. Là, on a 3 termes. Le deuxième terme de droite n'est pas défini, parce que les multiplicateurs de Lagrange, on peut les exprimer avec les variables de l'espace de phase, avec les vitesses, et le crochet de Poisson qui est dans le second terme de droite n'est pas défini. Heureusement, il est multiplié par une contrainte. Et là, on va prendre, disons, la terminologie de Dirac et dire que la première ligne est équivalente à la seconde ligne au sens faible. Elle est égale au sens faible, ça veut dire égale modulo des contraintes. Okay? C'est une égalité modulo des contraintes. Donc, cette condition m'amène, bien sûr, si m'amène à une constante est égale à 0, ça veut dire que le Lagrangien initial est aberrant. Et la théorie a rejeté. Donc, on a 3 cas. Soit on trouve 0 est égal à 0, c'est bon. Soit cette équation va me déterminer les coefficients de μm, soit elle va me donner une autre contrainte. Et cette autre contrainte est appelée une contrainte secondaire. Et comme ça, on impose, on fait la machinerie, on l'impose pour toutes les contraintes, pour finalement se trouver avec une contrainte primaire qui provient de la transformation de Legendre qui est singulière, une contrainte secondaire qui provient des équations du mouvement et un certain nombre de coefficients en fonction des variables de l'espace de phase, qui ne sont pas maintenant indéterminées, mais qui sont des fonctions de l'espace de phase. Okay? Donc finalement, on se trouve avec 1 plus k, L contrainte, donc ici L de 1 plus k équations, okay? Et ces équations peuvent être vues comme un système d'équations linéaires non homogènes d'inconnus UM. Okay? En plus, il peut y avoir des solutions de l'équation homogène. Il peut y avoir des solutions d'équations homogènes, okay? Donc conduisant aux solutions générales, okay? Où maintenant les VA sont des constantes arbitraires, okay? Constantes arbitraires, mais qui ne dépendent pas de l'espace de phase. Ils peuvent dépendre éventuellement du temps, mais pas de l'espace de phase. Avec cette solution, donc on injecte la solution dans l'hamiltonien, et dans l'hamiltonien, il y a une partie qui est... Donc on se retrouve avec un hamiltonien qui est bien défini, en fonction de l'espace de phase, une partie bien définie, c'est celle-ci, okay, qu'on la voit H', et une autre partie qui est indéterminée, parce que VA ici sont arbitraires. Donc le mouvement qu'on va tirer de cet hamiltonien est un mouvement qui n'est pas défini, parce qu'on est en présence, c'est comme si on est en présence d'une théorie de jauge et d'une symétrie qui se reflète sur le mouvement, okay, tiré par cet hamiltonien, où phi A ici était... Ok. Oui, c'est ça, en remplaçant ici, donc c'est l'équation, c'est la solution fois phi m, donc on l'a appelé phi A.